vais vous faire une présentation sur la localisation multi-table, multi-langue et multi-pays. En anglais, justement, c'est le principe de la chose, c'est que justement tout ça, c'est un art de savoir gérer des âmes sur des multiples langages, avec énormément justement de points de vue différents. Et donc, aujourd'hui, moi je suis Udi Grenet, je représente Védia. Védia, c'est un éditeur français, je pense que vous connaissez. Éditeur français, il y a énormément de clients qui nous sont allés à l'international en permanence. Donc on est ravis justement de participer, de partager ces expériences avec vous sur ce sujet. Alors déjà, peut-être se poser la question de à quoi ça sert finalement de faire de la communication localisée. On va dire, on n'a qu'à faire les grands masters de l'anglais, tout le monde comprend l'anglais, ça va très bien. Malheureusement, ça ne marche pas très bien, et c'est des gens qui le disent, puisque 40% des consommateurs en fait, préfèrent acheter des biens sur des sites en fait, dans leur langage. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une identification qui est très forte, et donc il ne faut vraiment pas le négliger. C'est-à-dire qu'il y a une identification, ou même 73% des personnes qui lisent les revues des produits, en fait, vont les lire dans leur langage. Vous avez toujours remarqué que sur Amazon, vous avez souvent des reviews qui sont en dessous des produits, et Amazon vous propose quasiment systématiquement des traduire, parce que sinon ils ne sont absolument jamais lus, même si vous maîtrisez la langue comme l'anglais ou d'autres langages, vous ne les lisez pas, vous n'accordez aucune confiance. Donc d'ailleurs, vous regardez, c'est très finement indiqué, parce qu'ils ne souhaitent pas trop le relever, parce que ça fait partie de leur engagement client, et c'est hyper important. De plus, alors, c'est hyper important d'avoir des sites web localisés. C'est-à-dire que ce n'est pas que des consommateurs reviews, ce n'est pas juste la façon de proposer des produits sur l'e-commerce, mais c'est également de naviguer sur des sites de son propre langage. Ça, c'est très important. Et la localisation est même parfois perçue comme plus importante que le prix par presque la moitié des personnes. On préfère acheter presque un peu plus cher d'un site qui vous ressemble dans votre langue que de se retrouver finalement avec un site en anglais qui est un peu plus avantageux. C'est pour vous montrer un peu l'élasticité qui existe entre la localisation, l'importance de la localisation et la vision de produit. Alors, localiser, ça ne veut pas forcément dire uniquement traduire. Ceux qui ont vu Emily in Paris, il y a le fameux Mike Baguette, et ça c'est vraiment, c'est amusant parce que c'est quelque chose qui a vraiment existé, c'est-à-dire que McDonald's a vraiment créé un Mike Baguette pour s'adapter justement au marché local. Et donc c'est également créer du contenu local, en l'occurrence c'est créer des produits locaux pour s'adapter. Et il y a également un phénomène de localisation qui est lié à la perception dans le pays dans lequel on veut publier des règles. Par exemple, les Allemands, de façon générale, sont très sensibles à la protection des données. C'est aussi une façon de présenter les offres, de présenter les produits de façon différente en fait, dans les pays différents dans lesquels on opère. Et si on ne fait pas ça bien, en fait on a des problèmes. Donc, par exemple, un exemple marrant, c'est en 2018, Dolce & Gabbana sort une campagne sur Insta, soi-disant marrante, où en fait les personnes en Asie essaient de manger des produits italiens, par exemple Dolce & Gabbana, donc la pizza, des spaghettis avec des baguettes, etc. Et alors, ils ont trouvé ça très drôle en Italie, non, pas du tout en Chine. Et du coup, à tel point qu'ils ont dû annuler tous les shows de Dolce & Gabbana cette année-là en Chine, tellement ça a été raté. C'est-à-dire que localiser, c'est s'adapter aussi à la culture locale et bien la comprendre. Et donc arriver avec un message qui soit positif et bien perçu. Et ça veut aussi dire donner beaucoup de place aux équipes locales pour que eux adaptent les messages. C'est pas forcément le marketing central qui va pouvoir faire ce job très bien. Un autre exemple aussi que j'ai, c'est si on utilise par date plutôt, on va justement avoir ce genre de problème de chaos, de création de contenu un peu chaotique. Parce qu'on va laisser la main à des équipes locales de le faire, on va laisser la main sans maîtriser, au contraire on va le faire dans un marketing global qui va mal distribuer dans ces filiales. Donc c'est hyper important justement de travailler avec un là-dessus pour justement distribuer les contenus. Et l'autre exemple que je vais vous montrer, c'est Halloween, c'était quelques semaines, mais en 1960, Pepsi a traduit de façon centrale son slogan Come Alive, de la génération Pepsi,
Et en fait, c'était en chinois, ça voulait dire réussir à ramener vos ancêtres, vos ancêtres back, depuis la tombe. Donc c'était pas hyper approprié. Donc vraiment, il y a cette logique où un DAM va permettre justement de concentrer tous ces flots, tous ces flux de messagerie dans un endroit centralisé et justement capter ce genre d'erreur avant que ça se perde dans un flux d'email ou une commande à une agence qui soit mal exécutée. Il y a une logique quand même de supervision et de contrôle en fait, de la distribution qui est hyper importante dans le DAM pour le fonctionnement de l'outil. Alors comment ça fonctionne? Alors, du coup, moi je me suis dit, on va essayer d'illustrer ça avec plusieurs points de vue. Le premier, c'est centraliser justement l'accès aux assets mondiaux par les DAM. Alors, lorsqu'on le fait, on a justement, lorsqu'on utilise un DAM, on a 75% d'amélioration de la brand consistency des messages dans tous les marchés. Donc, utiliser un DAM amène naturellement un ROI. D'ailleurs, un ROI qui est tellement fort qu'on a fait une étude avec Forrester qui vient de sortir et que vous pouvez télécharger ici, dans ce QR code. On a calculé en fait l'impact économique de l'impact du DAM sur l'efficacité économique d'une organisation. Donc on a des indicateurs comme ça qui prouvent que dès lors qu'on est européen dans une organisation qui est mondiale, on va avoir énormément de retours sur investissement et on arrive à le quantifier précisément et à donner les indicateurs. Et on peut savoir aussi qu'on va avoir un facteur de ROI. Lorsqu'on va travailler à l'international, ce qui est hyper important justement, c'est d'amener le contenu sur les teams locaux de façon extrêmement uniforme. Comment est-ce qu'on va travailler ça? Tout d'abord, on va travailler avec des métadonnées multilingues. Le multilinguisme va nous permettre d'arriver à faire des recherches cohérentes dans la langue dans laquelle vous opérez. Si vous êtes anglais, vous allez taper Summer Campaign, mais plutôt autre chose en chinois si jamais vous êtes japonais, si jamais vous êtes japonais. Donc c'est déjà hyper important de ne pas négliger ça. Tout le monde va avoir le réflexe de faire une recherche en anglais, même si ça peut être la langue master du DAM ou en français. On va forcément rechercher ces métadonnées et ces mots-clés dans un nouveau cadre. Donc avoir un DAM qui soit complètement utilisé sur les taxonomies des métadonnées, c'est hyper important. Alors comment est-ce qu'on peut faire? Tout d'abord, ça se passe au moment de l'ingestion. Lorsqu'on ajoute une métadonnée ou un média dans le DAM, il faut tout de suite le localiser. Il ne faut pas attendre de le faire a posteriori. C'est une très mauvaise pratique parce que dans ce cas-là, vous allez créer des trous, vous allez toujours pouvoir le faire après. En fait, vous arrivez avec un contenu qui est extrêmement fragmenté dans cette vision de localisation. Certains termes sont traduits, d'autres non. Et finalement, toute une partie du DAM, progressivement, tout doucement, deviennent accessibles justement pour les personnes locales. Donc, nous, la vision qu'on a, c'est de dire faisons-le dès que ça arrive. Et autant les métadonnées peuvent être très vite à l'avance, autant il y a toutes les légendes, la description de tous les médias qui sont faits à ce moment de la gestion. Ce qu'on fait, c'est qu'il y a deux façons de le faire. La première, c'est de travailler avec un moteur de traduction. Donc nous, on a intégré DeepL, par exemple, qui permet en plus d'avoir des dictionnaires de traduction. Qu'est-ce que c'est qu'un dictionnaire de traduction? C'est justement des termes qui sont déjà des couples de termes en langage source et langage cible qui sont validés à l'avance et on va réutiliser pourtant ces mêmes termes. Le guide vitesse, par exemple, a deux traductions en anglais et chez Renault, c'est toujours la même traduction qui est utilisée. On ne prend pas l'une ou l'autre. Ce n'est pas le moteur de traduction qui choisit en fait la traduction de levier de vitesse en anglais. Donc ça, c'est très important dans le dictionnaire de traduction. Une autre façon de faire, qui est complémentaire, c'est de travailler avec des IA LLM qui sont naturellement entraînés sur des corpus multilingues. Donc lorsqu'on demande à une IA multimodale de traduire le contenu, elle va le générer en plusieurs langages et en s'adaptant aussi en particulier local. Donc en couplant en fait cette mécanique de récupération de métadonnées par une IA avec des systèmes de traduction qui vont s'appuyer sur les systèmes de traduction, on arrive justement à une qualité de traduction qui est hyper pointue, hyper parfaite. Nous on a choisi de s'allier avec Anthropic en termes d'IA, justement parce que qui dit IA dit potentiellement un part de contrôle sur la privacy, donc tout ce qui est contrôle des données en termes de propriété de données, est-ce qu'elles sont utilisées pour l'entraînement, est-ce qu'elles ont
c'est bon, bénéficier à d'autres clients. Donc on opère justement notre IA dans quelque chose qui est complètement fermé, un conteneur qui est complètement fermé pour éviter qu'il y ait la déperdition de données. On vous assure que même en utilisant des IA, avec les liens, il n'y a aucune donnée qui va fuiter et qui sera exposée à d'autres personnes. Alors, le client, merci. Une fois qu'on a fait la traduction des légendes, des noms des médias, de la description, et même par contre, quelque chose qui est commun, c'est ce qu'on appelle les taxonomies. C'est vraiment très important, c'est la façon dont on classe les médias. On pourrait dire une taxonomie, c'est intéressant, donc tout le monde a des informations. En fait, c'est assez faux. La façon de classer les médias change par région. Si on prend le droit on voit ici qu'on va ouvrir sur le côté un arbre de recherche qui va représenter la nomenclature en fait, des produits marins. Alors, je ne sais pas si on voit ici, mais là, c'est en polonais. Et donc, on a 13 catégories. Moi, si je suis italien, en fait, je vais en avoir 14. Parce que la façon de classer les médias est différente en fait, entre les régions. Donc, on n'est pas juste sur une traduction mot à mot de chaque élément de l'arbre, mais les arbres eux-mêmes sont différents. Et donc, un média peut être classé à différents niveaux en fonction justement des taxonomies locales. Ça, c'est assez important, puisque quelqu'un qui travaille en Italie est habitué à retrouver toute cette nomenclature et va naturellement naviguer dedans, alors que les Polonais, à l'inverse, va avoir une autre façon de naviguer. Donc ça, on va au-delà de la traduction, vraiment dans l'organisation des médias, au sein du DAM, personne ne. Une autre façon de faire, et qui est complémentaire aussi, c'est de travailler avec des moteurs de recherche IA. Alors, parce qu'on peut se dire on va juste traduire, et puis on a plein de façons de traduire, et puis on va juste taper dans les mots en fait, traduits. Par exemple, un bain va s'appeler bagno en espagnol. On peut aller un peu plus loin et travailler avec des IA. Alors les IA, en fait, la façon dont elles fonctionnent, c'est qu'elles prennent un texte, elles les passent à travers un modèle. C'est un modèle langue et on en retire des chiffres. C'est une façon de faire des chiffres. Ces chiffres représentent des concepts. Donc là où sinon on est vraiment sur une recherche multilingue par mot exact, c'est-à-dire si je tape pas bagno par exemple en espagnol, je ne peux pas retrouver. Là on va vraiment travailler sur un concept autour du vin justement. Donc ça peut être baignoire, ça peut être plein de choses. Et donc on arrive comme ça à s'abstraire du mot pour entrer dans l'idée du concept. Donc les moteurs de recherche aussi, avec des IA, vont amener comme ça vont les donner multilingues accessibles parce que les gens vont travailler uniquement sur les concepts. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Lorsqu'on met une image, un document, des audios, n'importe quoi, on va d'abord le transformer justement dans ces chiffres, cette suite de chiffres qui va représenter le concept. On appelle un vecteur. Et on va le stocker. Lorsque les gens font une requête, on va faire exactement la même chose. On va transformer en une suite de chiffres. Et après, avec l'algorithme, on va trouver en fait les chiffres correspondants. Ce qui veut dire que du coup, on s'abstrait complètement du mot, de sa mauvaise orthographe. On s'abstrait de la langue aussi. On s'abstrait de la langue. On est complètement abstrait, on est sur une suite de concepts. On va pouvoir trouver des choses approximées. Et donc, plus les vecteurs sont proches, c'est-à-dire plus les chiffres sont similaires, et ben, plus on est. Alors, s'ils sont complètement similaires, on est sur le mot exact. Puis plus vitatif, si on donne un petit peu de latitude, on va s'éloigner, on va travailler sur le concept et on va élargir la recherche. Donc c'est à nous de décider jusqu'où on veut le faire et comment est-ce qu'on va les classer. Et donc on affiche les résultats. Quelquefois finalement, est-ce que la méthodologie est traduite ou non, finalement ça n'a plus vraiment d'importance, on travaille vraiment sur ce qu'il y a dans l'image, dans le média, dans le document. Donc ça, c'est vraiment l'avenir puisque ça permet d'ouvrir votre dame sans avoir besoin de traduire en autant de langues que le modèle d'embedding les supporte. La plupart des modèles d'embedding maintenant sont de plus en plus entraînés sur toutes les langues, on va dire, habituelles, mais encore de plus en plus vers des langues extrêmement pointues, extrêmement précises, pour lesquelles même la traduction serait hyper coûteuse. Donc là, on va avoir un facteur de retour sur investissement énorme. On n'est plus obligé d'avoir un modèle multilingue, finalement, il est multilingue naturellement par concept. Donc là, c'est comment accéder en fait, à l'information. Et après, une fois que moi, je suis dans mon pays, j'ai besoin en fait, de la réutiliser cette information, de localiser. Et donc, qui dit localisation, dit souvent traduction du texte qu'il y a en fait, sur les médias. Si c'est une image
à proprement parler, on verra après, on peut aussi l'adapter à un contexte local, mais le premier sujet sur lequel on nous interroge, c'est de traduire, voilà, par exemple, cette annonce Gerflor est en anglais, et j'aimerais la traduire, en fait, parce que je suis français, j'ai besoin justement d'avoir accès à exactement cette image, ce média en français. Plein de façons de faire. Les prédécesseurs dans la conf vont mettre en place des systèmes de collection et de logiciels du type Photoshop, InDesign qu'on propose également, mais ça suppose d'avoir le fichier source dans un format qu'on est capable de travailler, nous, à travers l'interface web. Parfois, l'agence créative a travaillé sur des logiciels hyper exotiques, du Sketch, pas forcément exotique, on va trouver du Figma, sur lesquels c'est compliqué finalement de renvoyer ce fichier source à une agence locale, va retrouver, acheter le même logiciel, se le procurer pour faire la traduction et l'envoyer. Du coup, on s'est dit, il y a peut-être une autre façon de faire, un peu plus en découpant les étapes et en automatisant ça juste à partir de l'image qu'on a sans avoir le fichier source. Alors, comment est-ce qu'on va faire? En fait, on va faire ce qui, à mon avis, est l'avenir de l'IA, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir l'IA qui va tout faire, on va avoir plein d'IA qui vont s'enchaîner et qui vont chacune produire un résultat exact, et donc on appelle ça des workflow IA, et on va utiliser des capacités très précises de chaque moteur en séquence pour arriver au résultat final. Première séquence, première étape de la séquence, on va déjà, avec des mécaniques qu'on maîtrise très bien, qu'on appelle de l'OCR, c'est-à-dire la lecture du texte des images, on va extraire le contenu. Et on va trouver où ce contenu est situé. Donc on va garder les coordonnées ici de chaque boîte, et on va lire le texte. Donc on a des commissions, donc là on a 4 boîtes, et puis celle-là on voit que c'est un logo, donc on ne va pas y toucher. On va extraire ce contenu, et on va extraire le sens. Donc j'ai ces contenus-là. Deuxième étape, donc ça c'est une première étape. Deuxième étape, maintenant que j'ai ces contenus de façon textuelle, je vais les passer juste à un moteur de traduction. DeepL ou un autre, pour utiliser comme ça un moteur de traduction avec des dictionnaires de traduction qui vont permettre d'avoir exactement la traduction en français. À ce moment-là, on peut en plus demander à l'utilisateur d'intervenir et de valider que la traduction qui est proposée par le moteur est bonne. Ensuite, va se poser un problème, c'est qu'il faut réécrire en fait ce français, et je ne peux pas le réécrire sur l'anglais, ça va être super moche. Ça va pas le lire. Sauf que désormais, il y a des algorithmes en IA qui permettent de reconstruire les fonds, c'est-à-dire qu'on va demander sur ces boîtes-là à l'IA de réimaginer ce qu'il y a déjà là. Ce qu'on appelle le lean painting. Alors, vous le connaissez sur vos appareils, sur vos téléphones, c'est comme ça qu'on efface les personnes sur les photos de page qui sont derrière vous lorsque vous avez fait votre super belle photo de page. C'est exactement le même algorithme, c'est-à-dire que l'IA, elle comprend en fait ici qu'il y a une ligne en biais, elle comprend la couleur, elle va remplir avec le motif. Alors, ça fonctionne très bien avec les motifs répétitifs, avec le feuillage, mais ça fonctionne super bien aussi avec les aplats, tout simplement qu'on va retrouver énormément dans les crayons. Donc là, on va effacer, c'est ce que je vais faire, on voit que le blanc sur le blanc c'est facile, mais c'est pas trop fait, mais sinon il a vraiment bien recréé la ligne en diagonale du document. Et toujours, on sait que ces boîtes, ici, sont encore présentes. Donc là, j'ai le document sans texte, évidemment. C'est assez simple, du coup, de réapposer ensuite, je ne veux pas dire, hein, c'est vraiment juste du dessin sur une image, on va réapposer comme ça le nouveau texte. Et donc, sans avoir le fichier source, InDesign, Photoshop, Figma, Canva, j'arrive à traduire une interlocale. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille, on a de très bons résultats. On travaille pour l'instant sur quelque chose qui est en bêta, qui va bientôt sortir, avec, on est en train de tester sur énormément de documents de tous nos clients, dont Michelin, pour voir comment ça fonctionne. Il y a encore des challenges, par exemple, parfois il y a des créas avec des aplats qui doivent grandir en fonction de la taille de texte, et bon, on va les créer au fur et à mesure. Et pour moi, ça c'est l'avenir justement, c'est-à-dire que n'importe quelle personne qui arrive dans le table, qui voit un texte, pas dans sa langue, peut cliquer, hop, ça sort automatiquement dans sa version localisée, même si sa langue est très peu utilisée, ou qu'il n'a pas la langue de trad. Et on enlève énormément de friction, et on a un énorme retour sur investissement, parce que du coup on enlève tous les coûts d'exécution de la truc. Question. Ouais. Là, l'exemple que tu as montré, c'est pas sur le logo, mais parfois il y a des marques qui traduisent leurs produits, par exemple
Ubisoft avec les lapins crétins, ça Ouais. s'appelle pas les lapins crétins sur les marchés, sur les marchés français. Est-ce que du coup c'est plus une marque, c'est presque un logo en fait, est-ce que ça pourrait se faire aussi sur les complètement. les logos du texte? Okay. Tout ce que tu peux enlever, et d'ailleurs je l'ai montré, c'est à ton main, c'est ma super transition avec ma slide suivante. C'est que justement parfois tu veux travailler avec une image que tu veux adapter à un marché local, mais c'est l'image entière que tu veux adapter. Par exemple, ceux qui nous ont interrogés, c'est Bayer. Alors Bayer, il est en Allemagne, évidemment, c'est une boîte allemande, et tout le shooting est fait en Allemagne. Donc toutes les personnes en fait, qu'on va trouver dans le Dan Bayer ont des têtes d'Allemagne. Lorsqu'ils font des campagnes de recrutement en Inde, ça ne marche pas très bien. Les gens ne se reconnaissent pas trop. Et donc, ils ont un taux de retour sur campagne qui est très mauvais. Donc, et d'ailleurs, s'ils le faisaient, ils auraient 36% justement de plus de candidats sur chaque annonce. Donc, c'est pas neutre du tout. Et c'est un vrai problème. Donc, ils ont plusieurs choix. Ils peuvent refaire un shooting local. Ils font en faire un en Inde, ils peuvent faire aussi en Amérique du Sud. Ce qui coûte de l'argent, et surtout on perd un peu le contrôle de la marque à ce moment-là. Ou ce qu'on peut faire, c'est justement travailler avec une IA qui va prendre l'image de base, donc ça c'est une image qui vient de Bayer, et on va l'adapter en fonction de la localisation. Donc on voit qu'il a gardé exactement la construction de l'image, donc c'est bien quelqu'un qui a appuyé, mais on va retravailler pour injecter en fait du contexte local dedans. On peut même varier un peu l'âge, le sexe de la personne pour l'adapter. Et donc ça, ils sont en top là-dessus, et donc ils ont un système où chaque image qui est prise dans le DAM, ils ont justement une sorte ils ont des listes déroulantes avec tous leurs pays, des facteurs d'âge, des facteurs de sexe, pour justement pouvoir adapter les images. Et on leur a donné deux workflows. Le premier, on respecte exactement la construction de l'image, donc c'est celui-là. Ça, c'est des exemples vraiment qu'on a sorti avec IA. C'est ce qui est préféré pour l'instant. Mais on s'est dit, ce qui pouvait être sympa aussi, c'est de créer des variations autour de l'image. C'est-à-dire là, de s'échapper un peu de la construction exacte de l'image et de faire comme s'il y avait eu un shooting photo avec plein d'autres images qui avaient été produites au même endroit, au même moment, mais toujours dans un contexte local. Donc là, on voit un laborantin qui travaille en Allemagne, mais on peut le faire aussi dans différents contextes avec le même design, le même éclairage, les mêmes teintes qui vont se retrouver, donc tout ce qui constitue finalement le corpus photographique qu'on transmet au photographe pour avoir des variations et s'adapter à des marchés locaux. On va voir les résultats, on aura les résultats en fin décembre. Pour l'instant, c'est déployé chez Chubaya et tout le monde peut dans le DAM. On les a watermarqués. Pour l'instant, on a fait un petit logo généré par IA qu'on a posé avec Bayer, qui justement pour l'instant limite leur usage parce qu'on veut aussi bien considérer tout ce qui est facteur d'éthique dans cette expérimentation. Et Lego d'ailleurs, pour l'instant c'est un peu watermarqué, mais normalement si en janvier c'est ok, tout ça part en production de façon globale chez Bayer. Dernière chose sur laquelle on peut travailler, c'est que c'est une autre façon de mettre à disposition du contenu localement dans les pays. Donc, on a parlé du moteur de recherche, mais le moteur de recherche est un moteur de recherche. Il faut savoir ce qu'on cherche à la base, et c'est l'utilisateur lui-même qui va faire ses regroupements. Donc moi, si je cherche une campagne, c'est à moi de reconstruire quelque part la façon dont est organisée la campagne dans mes résultats de recherche. Potentiellement, d'ailleurs, les résultats de recherche de la campagne sont un peu mélangés avec d'autres images qui ont matché avec ma requête. Donc c'est pas exactement ce que je veux. L'idée des portos, sur laquelle on a travaillé, inspiré par Michelin, c'est de créer des espaces dédiés, des pages où on va réunir des médias qui ont quelque chose à voir, une campagne, un shooting, du branding, dans une ou plusieurs pages hyper facile à naviguer, qu'on va pouvoir construire au fur et à mesure. Concrètement, c'est le genre de page, c'est-à-dire c'est une page qui est dans le DAM, avec un header, éventuellement un logo, il peut y avoir du texte, et permettre aux gens d'avoir un petit constructeur de page qui va leur permettre de créer une sorte de micro-DAM avec du texte, des sections dans lesquelles on va pouvoir naviguer,
une toolbar de recherche qu'on va pouvoir administrer en fonction justement de la page dans laquelle on est et partager à l'extérieur. Alors comment ça fonctionne? C'est hyper simple. On a un constructeur de page, donc on arrive sur une page vierge au début, et là on a le builder, on va glisser et déposer des éléments dans la page, alors soit des sections avec des éléments du DAM, soit du texte, soit des sections avec des logos, et on va pouvoir les nourrir au fur et à mesure et les réordonner très simplement pour créer sa page sur mesure. Une fois qu'on l'a fait, on va pouvoir justement choisir de la diffuser et on a plusieurs workflows pour ça. Mais elle va d'abord être privée parce qu'elle est en cours de construction, donc on ne va pas la présenter absolument. Ensuite, elle va être potentiellement interne et distribuée à des groupes d'utilisateurs, donc par exemple une région ou un ensemble de personnes, ou elle peut être carrément publique. Et donc là, c'est une adresse qu'on peut donner à n'importe qui. Alors l'exemple qu'on pourrait trouver, c'est que par exemple, moi j'ai des distributeurs. Je ne veux pas que ces distributeurs aient accès aux DAM. Par contre, je veux leur donner toutes les images de la campagne de la rentrée 2025. Dans ce cas-là, je fais une page publique. Je vais pouvoir changer l'URL d'ailleurs pour lui donner un petit nom, voire même faire du SEO. Donc l'envoyer comme ça dans le channel Slack ou Teams ou par email dans une emailing en disant voilà, vous retrouverez tous les éléments de la campagne et quand la personne va se connecter, elle va avoir ce genre de visuel. Ils ont l'impression d'avoir une page et il peut y avoir des dizaines, des centaines de logos, de vidéos et de textes explicatifs, de documents en pièces jointes qui vont expliquer comment la campagne fonctionne, quelles sont les cibles, éventuellement même des différents types de formats. Et donc on peut mélanger ça avec la localisation et on va pouvoir avoir quelque chose de très simple où les personnes vont pouvoir se saisir du contenu et faire leur campagne en local. Alors quelques ignorés. La première, c'est Michelin qui ont été les pionniers justement des portails chez nous, avec une version qui s'appelle Landing Page chez eux, donc 17 pays, et donc je ne sais plus combien on a, mais des landing pages, 500, hein. Ouais. Il y a déjà 500 landing pages. Ils ont été très précurseurs parce qu'ils nous ont beaucoup inspiré de leur propre réflexion du XUI et de workflow pour la construction en produits et workflows. Je crois qu'en effet c'est très utilisé et ça fonctionne. On a très bien. Deuxième élément que je voulais montrer, par exemple, c'est Total Energy. Total Energy qui justement travaille dans 130 pays. Et donc où tout le contenu est localisé, c'est-à-dire tout le contenu NAV est disponible dans de très très nombreuses zones. C'est-à-dire que les personnes qui opèrent par exemple en Afrique va trouver le contenu ensemble. C'est assez intéressant, ils ont fait un énorme effort de traduction avec des moteurs de traduction intégrés, des dictionnaires de traduction intégrés, et je pense que c'est le DAM qui est le plus profondément multilingue parmi tous nos clients, et ils y veillent extraordinairement. Ils ont des indicateurs justement de pourcentage de traduction en multilingue pour vérifier qu'ils sont bien pointus, bien cohérents dans toutes les langues dans lesquelles ils opèrent. Harley Davidson aussi, la solution est utilisée par 1500 points de vente, donc les dealers Harley Davidson dans tous les pays. Et donc là c'est assez intéressant parce que non seulement le contenu est disponible dans toutes ces langues, mais en plus on va générer ce qu'on appelle des étiquettes qui vont pendre à chaque moto, qui sont la description de la moto, et c'est généré dans la langue locale, évidemment. Le concessionnaire de Paris-Bastille a des étiquettes en français, celui de la Californie a des étiquettes en anglais. Et en plus, on respecte les conditions locales, les réglementations locales, en ajoutant des mentions légales au fur et à mesure en fonction de plus. C'est assez intéressant aussi. D'accord, 30 dernières secondes, je suis par Volkswagen. Volkswagen, c'est pareil, ils créent, ils ouvrent sans accès à des marketeurs locaux par mois dans leur DAM. Donc le DAM n'arrête pas de s'étendre en fait, il s'étend en fait de pays en pays comme une tache d'huile. Chaque pays qui est ouvert rajoute immédiatement énormément de comptes, et donc on a fait un entraînement où chaque pays dit en plus à l'autre que le DAM aura apporté du ROI des années